L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Qu'est-ce que j'entends? Un petit bruit de foule ou un bruit de chroniqueur? On se trompe de sampleur, Mathieu Maes, attention. Pas de sondage du soir. Pour le moment, dans quelques minutes, nous retrouverons Guillaume Dufy au QG des Bleus à Istra. Il s'est passé pas mal de choses à l'entraînement, enfin. Récit de notre envoyé spécial à ou en Russie ou à Istra. Tour de plateau pour présenter tous nos chroniqueurs. Le président, c'est le chef Chaudard, Sébastien Tarago. Président Tarago, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je suis présent pour la messe de Guillaume Dufy. Très bien. Guillaume, dans quelques minutes, il s'est fait opérer du ménisque. Eh oui, mais il n'est jamais forfait à l'équipe du soir. C'est bien évidemment la hyène de l'équipe du soir. Bonsoir. Pas mal. Comme on dit dans le football, je reviendrai plus fort. Ok, le hipster est là de l'équipe du soir. Les cow-boys. Ça va, Pierre? Vous prenez vos aises parce que vous êtes en train de parler avec votre chroniqueur pendant que je fais la présentation. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierrot? On faisait le dernier thème de l'équipe d'Estelle avec Eric. Ok, c'est la continuité antenne. Ouais. Quel talent. Et le spectre de l'équipe du soir est dans la place. Gilles Favard, bonsoir. Comment ça va? Ça va? Et vous, le genou, ça va? Ouais, les genoux. Les genoux, les genoux vont bien, mais moi je suis content parce que je fais l'émission d'Étienne. Le problème, c'est la tête. Du moment. Et les chevilles qui enflent parfois aussi. La tête et les chevilles. Ok, très bien. Gilles, mais je fais l'émission d'Étienne. Vous avez deux tacleurs, hein. Faites gaffe, hein. Il y en a un qui est arrivé en béquille, et l'autre en ambulance. Il fait des UV, Gilles Favard, ou pas? Non, il promène son chien tout tourne. Et il prend des coups de soleil. Attention, mes amis, Rico Blanco de La Plata. Rico, blanc, magnifique soirée blanche. Une chemise blanche, toi, tu y es pratiquement tout le temps. Tu sais que c'était hier soir ou il y a 2 jours la soirée blanche là. Non, il y a une semaine. En passant, j'ai vu tout. Non, mais j'ai vu tout le monde là sur les quais de Seine et tout. Non, il y a une semaine. Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire un plan sur le président? On m'informe. Oh putain, j'ai des problèmes de cheveux. Voilà, il y a un rajout capillaire. C'est moche. Voilà. C'est moche. Ah oui. Tout va bien. Non, mais on va régler ça. On va régler ça. C'est là, Sébastien. C'est peigné avec un clou, comme d'habitude. Cap sur Istra, Russie, le QG des Bleus pour y retrouver notre envoyé spécial Guillaume Dufy. Guillaume, bonjour. Et vous êtes là? Oui, il est là. Guillaume, il y a eu beaucoup de choses à l'entraînement, notamment une alerte pour Mbappé qui a quitté l'entraînement énervé. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, effectivement, à 16h37, lors d'une petite opposition, un petit tournoi à 3 équipes, il y a eu un coup, il y a eu un cri et il y a eu une chute. Mbappé s'est roulé à terre, légèrement touché, ou plutôt, pas légèrement, mais il y a eu un contact avec Adil Rami, un petit peu en retard sur un duel. Didier Deschamps en a quasiment avalé son sifflet, s'est précipité sur le joueur. Comme Guy Stéphane, son adjoint. Le médecin également s'est précipité pour voir si notre ami Mbappé n'était pas blessé gravement. Mbappé s'est relevé, a essayé de reprendre la petite opposition et finalement a renoncé, jetant pas de rage mais de dépit son maillot et a regagné les vestiaires. Et quelques minutes plus tard, à la fin de la séance, on l'a vu sortir des vestiaires, marchant bas. Il ne boitait pas, mais il marchait difficilement avec une bande autour de la cheville gauche. Mais visiblement, comme vous êtes tous des gens très cultivés, pour reprendre une phrase du film Coup de tête, Mbappé n'a rien et sera bien présent samedi contre l'Australie. C'est juste un coup, plus de peur que de mal. Donc Mbappé, c'est Berthier, donc dans le film Coup de tête de Jean-Jacques Hano. La réaction sur les réseaux sociaux, à la fois Adil Rami, donc a mis un petit film sur Snapchat, je sais pas quoi, enfin les vidéos en disant tout va bien Kylian, oui tout va bien. Et puis également Kylian Mbappé qui réagit, je vais bien, c'est juste un coup, c'était pas grave, merci pour vos messages. Voilà, donc plus de peur que de mal. À l'entraînement, ça a été un peu musclé entre d'autres joueurs français, c'est ça, Guillaume? Oui, on se plaint, nous les journalistes, d'assister parfois à des entraînements ennuyeux, soporifiques. Aujourd'hui, on a été vraiment gâtés, même le public qui était présent, parce que c'était un entraînement ouvert au public. On a été gâtés parce qu'il y a eu de l'intensité, des gestes magnifiques, il y a eu des duels. Et le mot préféré de Didier Deschamps, le mot à la mode de cet après-midi, c'était doucement, doucement, doucement. Un adverbe qu'il n'a cessé de répéter à l'égard de Matuidi, à l'égard aussi de Thauvin et de Hernandez, qui n'étaient pas loin pas de se chauffer, mais Thauvin a récupéré le ballon, Hernandez n'a pas aimé
Mémé, a essayé de le récupérer en tentant une balayette mal appropriée. Donc il y avait effectivement beaucoup d'engagement et aussi beaucoup de gestes. Je vous conseille, parce que je pense que vous l'avez, ce but exceptionnel de Griezmann, un lob, une petite merveille. On le montrera en deuxième partie, on ne va pas tout donner, tout dévoiler. Vous avez vu Dembélé qui a été un peu chauffé par Pogba. Entraînement musclé, bon ou mauvais signe? On aura ce débat, mes amis, mais dans la deuxième partie, là encore, on fait un peu de teasing. Le feuilleton lancé par l'équipe, mon cher Guillaume, c'est Sidibé Umtiti qui s'entraînait à Paris hier. Il souffre du genou. Dans cet entraînement musclé, est-ce qu'ils ont pris part ou ils ont trottiné à côté de ses oppositions? Ah non, ils ont fui cet entraînement musclé. Alors, ils se sont entraînés ce matin, comme le reste de l'équipe, mais à l'hôtel. Et cet après-midi, ils ont effectué leur apparition. Ils ont couru une quinzaine de minutes, accompagnés d'un kiné. J'ai discuté avec un membre de l'entourage des Bleus. Visiblement, il n'y a pas de souci majeur, surtout concernant Umtiti qui suit un processus pour son genou. Alors c'est pas le genou qui l'a fait souffrir, elle a handicapé sur cette fin de saison, mais c'est l'autre. Il n'y a rien de grave. Il y a une pointe d'inquiétude supplémentaire sur Sidibé. Demain c'est la grande journée, hein, c'est le mercredi, séance à huis clos. On verra si ces deux garçons, pour la possible et très probable mise en place tactique, seront présents. Ok, merci Guillaume, merci pour ce point. On vous retrouve évidemment dans la deuxième partie pour participer, bien évidemment, à nos débats. Dans l'actualité du jour, il y a l'anniversaire des Bleus France 98 contre FIFA 98. Ça se passe ce soir à l'U Arena de Nanterre chez Jackie Lorenzetti. Les Bleus champions du monde 98 fêtent le 20e anniversaire de leur sacre mondial. Ce match de Quadra est diffusé sur TF1. Est-ce pour vous un match à zapper ou à mater? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est pas un duel, hein, ça fait débat. C'est un super duel. Jingle. Il y a des mateurs que sont Maturana et Favard. Oui, vous le matez ce match. Qui commence, Gilles ou Pierre? Le talent, toujours d'abord. Le talent. C'est Gilles, alors. Donc c'est Gilles. Vous zappez, c'est Blanc, Moiti. Pourtant, votre célébrissime phrase, je regarde les matchs. Eh bien non, vous allez le zapper. Qui commence? Eric ou Étienne? Si je veux parler, je vais commencer. C'est l'émission d'Étienne déjà. Tu vois. Il n'a même pas 48 heures d'absence et tout de suite, les bons réflexes. Ah, il doute un peu. Ok, vous matez le talent, donc c'est vous, mon Gilou. Ben, on y va, vous matez. Pourquoi vous matez ce match de gala? Je mate par respect, je ne vais pas mater parce qu'il y a un enjeu, parce que ça va être un match extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, donc par nature, je mate. En plus, c'est toujours intéressant de voir contre qui ils vont jouer, c'est toujours intéressant de voir dans quel état ils sont. Toujours quelque chose qui m'intéresse, comment les gens deviennent, comment ils étaient, comment ils deviennent et comment ils termineront leur vie. Ok, très bien, pas de menace. Étienne Moiti, vous zappez pourquoi? C'est un match pour maison de retraite, donc comment ils terminent leur vie, j'espère qu'ils n'en sont pas là. Évidemment, il y a beaucoup de respect pour ces joueurs, ces champions du monde, et en plus qui sont des mecs plutôt formidables. Maintenant, on va entamer une série de plus de 60 matchs de Coupe du Monde. On vient de faire des matchs de préparation qui étaient intéressants et qu'on a suivis. Il y a évidemment la Ligue des Champions qui vient à peine de se terminer. Franchement, déjà les matchs amicaux, on a du mal quand c'est entre équipes pro de jeunes joueurs. Moi, les matchs de légende, franchement, je préfère les laisser à d'autres. Je ne vais pas dire que ça me passionne. Je préfère des interviews, je préfère qu'ils me racontent leur histoire plutôt que de les voir jouer contre une équipe qui n'est même pas le Brésil de l'époque. Ok, en overdose, Étienne Moiti. Pierre Maturana, non, vous allez mater. Pourquoi et pour quelle raison? J'entends bien que c'est pas le match du siècle en termes de jeu, puisqu'il n'y en aura sans doute pas, mais c'est toujours agréable de revoir ces idoles un peu d'enfance. On fait des caisses au France 98, on va enfin revoir un peu à quoi ils ressemblent aujourd'hui, donc c'est pas désagréable. En face, il y a des joueurs qu'on a un peu envie de voir. Il y a du David, il y a du Stojkovic, il y a du Stoïkov. Voilà, c'est des noms qui nous ont fait un peu rêver. On va voir un peu comment ils ont passé le temps, quoi. Si on est tous égaux vraiment face à l'âge et au temps qui passe. Donc moi, ça me fait marrer de les voir un peu la forme qu'ils ont. J'ai vu Sidorf dans un match récemment. Je peux te dire qu'il a un corps qu'on n'aura absolument jamais de notre vie. Ok. Et pourtant, il a 45 ans ou je sais pas quel âge. C'était la visite chez Tonton Michel par Pierre Maturana. Oui, Éric Blanc, vous non, vous zappez, hein.
Non, mais que le match soit organisé comme les enfoirés pour la bonne cause, tu reverses à des associations, il n'y a pas de souci, il y aura 30 000, il faut être un vrai supporter. Moi, ce ne sont pas mes idoles, j'aurai un grand respect pour ces joueurs-là, mais moi, c'est passé, je sais leur vie. Zidane, entraîneur à Madrid, petit, dans Lizarazu, on les voit partout à la télévision. Le match en lui-même ne m'intéresse pas. Les mecs ont 45 ans, et puis moi, je ne suis pas un brocanteur, un antiquaire, et comme je dis, il y a un peu de nostalgie, et la nostalgie, c'est comme les coups de soleil, ça fait mal que le soir, comme ils jouent à 20h30. Eh bien, j'irai pas. Ok, très bien. 21h ce soir. Le coup d'envoi du match chez Jackie Lorenzetti, à la U Arena. Qui vous a convaincu? Les mateurs ou les zappeurs? Les mateurs sont Gilles Favard et Pierre Maturana. Les zappeurs sont Étienne Moati et Éric Blanc. Et le président Tarago, il mate ou il zappe? Il se défausse. Non, non. Non, il se défausse Ma pas. femme me quitte, que mes enfants ne veulent plus me parler, mes amis non plus. Ah, j'ai une Que je n'ai info. plus de travail. C'est fait. Vous êtes viré de partout. Que je n'ai plus de travail et qu'il n'y a rien à la télé. Peut-être que je regarde, mais sinon je zappe. Enfin, si, en fait, pour être précis, je regarde les 5 minutes avant le début du match, là. Ouais. Et puis, oui, pour voir ce qui se passe en coulisses, comme ça, les petites... Moi, ce qui m'intéresse dans le sport, c'est les émotions. J'aurais pas d'émotions en voyant un match de vieillard. Donc, et en plus, sans enjeu. Donc, sinon, je vais voir Étienne Moati pour son jubilé prochain, lorsqu'il aura effectué son grand retour. Ne va pas dimanche, parce que, exceptionnellement, je suis forfait, mais je reviens pas ce soir. Et dans ce cas-là, donc voilà, éventuellement, dans ce cas-là, je peux donner le point à Gilles Favard et Pierre Maturana, mais comme c'est pas encore le cas, en tout cas pas à ce que je sache, cher Olivier, je donnerai le point à messieurs Moati et Blanc. Ok, très bien. Point Arnaud pour Adey, téléspectateur de l'équipe du soir. Le seul intérêt de ce match de gala est-il de voir Zidane jouer? Alors, je vous pose la question. Peut-être est-ce qu'il y a toujours une fascination? Ceux qui veulent mater, Eric et Étienne. Ce qui est fascinant dans les matchs de Zidane, c'est quand il y a de l'adversité. Je veux dire, qui peut douter aujourd'hui, surtout qu'il est extrêmement affûté, Zidane, et par rapport à ceux qu'il va affronter, qu'il est capable de faire encore des passements de jambes et des choses qui sont plutôt agréables à regarder. C'est pas mal, ça. Mais ça intéresse toujours. Hein. Ouais, mais ça, c'est un échauffement, un entraînement. Je veux dire, c'est pas un match de foot. Et quand on est dans des périodes où il y en a tellement avec tellement d'enjeux, avec tellement d'émotions, avec tellement de pression, que ceux-là, franchement, même si on les zappe pas, on les regarde qu'avec un quart d'œil. Je vais vous coincer, Eric. Enfin non, je vais tenter de vous coincer. Je remplace la question d'Arnaud pour Adèle. Le seul intérêt est-il de voir Zidane jouer? Je reprends la question d'Arnaud pour Adèle. Je nous projette 20 ans plus tard et je remplace Zidane par Messi. Vous verriez jouer Messi comme ça, avec un Barça de gala, là, dans 20 ans et tout ça. Allez-y, Morico, je vous ai coincé, vous êtes fait. Je peux pas répondre à cette question. 20 ans, j'en sais rien. Mais non, alors je vais dire non, parce que si Messi, demain, il joue avec des mecs de 50 ans à Buenos Aires en direct à 3h du matin pour le jubilé de Ronaldinho ou de Carlos, Roberto Carlos, qui tu veux, je le regarderai pas. J'adore Messi. Non, mais voilà, je suis passé à autre chose. Zidane, je préfère garder les images au très haut niveau. Après, maintenant, c'est... Bon, moi, je suis passé à d'autres choses, quoi. Voilà, l'autre... Pardon, mais est-ce que c'est lié également à la façon dont vous avez vécu le sacre des Bleus en 98 plein d'émotions ou moins d'émotions? Est-ce que ça traduit ça aussi? Pour moi, c'est même pas lié donc, à ces émotions-là. Je veux dire que ces matchs-là, il y en a extrêmement souvent. J'avoue que c'est rare qu'ils soient sur une grande chaîne privée à cet horaire-là. C'est ça qui est un petit peu la curiosité. Évidemment, c'est parce que ce sont des champions du monde et parce qu'on est à la veille de la Coupe du Monde. Mais sinon, c'est des matchs qui n'existent même pas à la télévision. C'est des matchs qui sont sur un terrain annexe d'un stade de banlieue. Et même quand c'est des stars comme ça, quand ils ont cet âge-là, c'est des matchs qui sont pas retransmis et que personne ne regarde. Parce que, juste une chose, moi, je suis plutôt génération Platini. 82, 86, j'y reste, Tigana, etc., que 98, parce que moi en 98, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, champion du monde, des grands joueurs exceptionnels, mais collectivement, moi ça me portait pas le jeu, je l'ai toujours dit. Donc le rassemblement populaire extraordinaire, mais moi je marche à l'émotion, et j'en avais plus avec la génération précédente, ou celle de 2006, qui est allée en finale et qui l'a perdue. Il y a peut-être aussi un truc de génération, justement, tu vois, moi quand je te parlais de Roberto Carlos, Stoïkov, par exemple, c'est des joueurs où moi j'avais 10-15 ans, donc c'est un peu différent, je me rappelle d'eux. Voilà, ils m'ont un peu marqué quand
tout petit finalement, donc c'est ça que j'ai envie de voir. Vous, en plus, vous allez plutôt pour l'équipe FIFA 98. Non, mais je trouve ça sympa de les revoir, c'est tout. On sait très bien qu'on va pas avoir un énorme match. Il y a Davids, évidemment. Davids, c'est un joueur marquant pour la génération des années 80, 85, 86, 87. C'est un joueur marquant, c'est un des plus beaux joueurs qu'on ait vu à cette époque-là. Je vais essayer de vous coincer les autres qui veulent mater le match. C'est Boris Attali qui. Il n'y a rien d'autre à la télé. Hein. Non, mais ça, c'est. Il y a de la soirée pétanque sur la chaîne d'équipe. Attention. Boris Attali, le niveau de jeu va-t-il être affligeant? Alors, c'est les gens qui veulent regarder, les Gilles. Mais ils viennent pas. Mais ils viennent pas pour ça, ils s'en foutent. Mais sincèrement, il y aurait Miss Univers il y a 20 ans avec des super gonzesses. Ils en auraient pris 20, vous iriez? 20 ans plus tard, non? Déjà, je vais pas. Bon, non, mais mais si, c'est à peu près la même chose. Tu sais que un peu marrant de voir. T'es obligé de jouer avec les chaussettes montantes. Tu baisses, on voit les veines, on voit tout. Enfin, t'es carbonisé. Le niveau de jeu va-t-il être affligeant? Affligeant, non. Non, c'est le rythme, le problème. C'est le rythme. Oui, ça va être lent, ça, oui. Ça va être lent, mais c'est pas ça. Mais j'arrive pas très bien à comprendre le mépris, l'agressivité, le mépris sur ces trucs, mais ça me procure quelque chose, c'est que j'ai de la mémoire, donc je saurais lui ressortir le moment voulu. Juste une chose, il en peut cracher. En même temps, je sais pas si vous serez là tous les deux. Dans 20 ans, je suis pas sûr qu'il sera là. Non, mais déjà dans une semaine, toi, à l'allure où vont tes genoux, je sais que tu vas pas marcher longtemps. Excusez-nous, vous adressez, c'est bien parce que vous êtes en face, mais petit, parlez-vous. Non, mais je sais qu'il me provoque en disant de mépris. C'est pas une question. Il méprise des champions du monde. Non, mais c'est pas une question de mépris. Le peuple va. Ah, vous êtes en train de draguer. D'accord. Il a réussi à couper Eric Blanc, ça mérite une médaille. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas lutter. C'est les champions du monde, ils sont magnifiques, ils sont partout. TF1 est derrière, c'est une grande machine. Tu fais rentrer de l'argent, tu redonnes 30 000 spectateurs, tu redonnes des sous à tout le monde. Blanc, je dirais, je suis battu. Mais moi, je dis que ça m'intéresse pas. Pour d'autres raisons. Moi, je suis très content qu'ils se réunissent, ils sont heureux, ils vont partager du bonheur avec des vrais fans, des familles, des gens qui les supportent. Moi, j'ai le droit de dire que je vais pas... Et je voudrais savoir combien de millions de téléspectateurs le seront, et ceux qui disent qu'ils seront là, je vais être en bas de chez eux et je vais regarder s'ils sont pas au resto. Parce que là, t'as deux mecs, tu vois, ils disent qu'ils sont, mais je suis loin. Alors là, je peux vous dire que je vais essayer de mettre deux policiers là. Tu sais quoi, Eric? On les enferme ici, regarde le match, et on va bouffer au resto. Non, mais est-ce que c'est un match qu'on regarde de bout en bout? Mais c'est pour les enfants, je sais pas... Ah non, mais sois pas méprisant. C'est pour les enfants. Mais quelle honte. C'est pour les enfants. Mais si, les enfants sont contents. On leur a parlé de 98. Ceux qui ont une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on peut les amener voir ça. Mais toi, qui as des grands enfants, toi, tu t'occupes plus de tes enfants déjà, donc c'est pas... Mais je m'en suis jamais occupé. C'est ça. J'ai pas besoin de me justifier. La scène de ménage arrêtée. Pierre Maturana. On dit que ça intéresse pas les gens, etc. Mais tu verras que demain, si ce soir il y a des petits gestes un peu sympas, des scènes rigolotes, des beaux buts, demain ce qui fera le tour des réseaux sociaux, c'est ça. C'est pas. C'est quand même. Mais les réseaux sociaux, il faut. Alors Pierre. Est-ce que c'est. Les réseaux sociaux ne sont pas la vie. Mais j'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Moi, je connais plein de gens. Je connais plein de gens. Ça va intéresser des gens normaux qui sont pas journalistes. Ils sont pas. Mais non, tu viens d'avouer que les journalistes, vous n'êtes pas des gens normaux. Je vais pas faire un débat là-dessus, mais tu sais très bien que demain. Mais non, mais c'est pas la vraie vie. Il faut qu'on s'en rappelle de temps en temps. Aucun moment j'ai dit ça. Je te dis juste que demain, tu parles déjà de Zidane. Zidane, quand il fait un petit geste un jour d'entraînement ou quoi au caisse, même quand juste pour lever un ballon, ça fait le tour parce que les gens ils aiment bien voir ça. On n'a rien dit d'autre. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va y avoir. Mais c'est pas une discussion sur les réseaux sociaux, évidemment. C'est en prime time, c'est sur TF1, c'est à la veille de la Coupe du Monde et c'est des champions du monde. Il va y avoir un effet curiosité. On peut dire qu'on n'a pas cet effet curiosité-là sans être méprisant et sans ne pas respecter ce qu'ont fait ces gens. Excusez-moi, vous êtes spécialiste des droits télé, Étienne, qu'un match comme ça soit diffusé sur TF1, c'est inédit. Les jubilés de Platini, je me souviens à Nancy, je crois qu'il y avait un coup d'envoi avec Maradona, ça avait pas été. Ça avait été diffusé sur Canal, je crois. Celui de Platini, de mémoire, il avait été diffusé par Canal, mais bon, lui, c'était évidemment pas du tout le même Canal qu'aujourd'hui, même si Canal se met aujourd'hui à baisser terriblement. Et évidemment, il n'y avait pas une droit télé et c'était quand même une audience qui était confidentielle. Pourtant, il y avait de mémoire Maradona qui était là donc, pour ce match-là. Et puis, c'est quand même plus proche de la fin de sa carrière. Mais normalement, en effet, un match comme ça, c'est même pas diffusé. En tout cas, c'est un match pour faire des vannes sur Twitter parce que je vois Blanc va-t-il se retarder Bilic, Guivard va-t-il marquer enfin un but. Je conseillerais à Étienne de voir les passements de jambes de Zidane, ça lui éviterait de se péter un genou. Ok, très bien. Bonne ambiance. Qui gagne, les mateurs ou les zappeurs?
Moiti Blanc ou Maturana Favard. 64%. Voilà, le Pays Basque, 64. Bravo. Bravo Pierre, bravo Gilles. Et à jamais les premiers. Bah oui, à jamais les premiers. On va pas vous parler de Marseille, on va vous parler de ces Bleus-là en 98. La nostalgie des Bleus champions du monde. Bah, si vous voulez les lire, je vous conseille d'acheter le numéro hors série de l'équipe, intitulé donc à jamais les premiers, les 22 champions du monde en interview, qui reviennent donc sur ce parcours étonnant. C'est toujours disponible en kiosque ou dans vos marchands de journaux. On va faire rentrer Rémi Fier, c'est un peu le directeur de cette collection, qui a interviewé 20 des 22 champions du monde. Directeur de quoi ? De cette collection hors série. Rémi, installez-vous, parce que là, vous n'êtes pas encore en pleine lumière, mon cher Rémi. Monsieur. Installez-vous. Voilà. 20 des 22, c'est vous. Les deux autres, Frédéric Galametz pour 19, moi j'en ai fait 19. Fred a fait Dugarry, Jérôme a fait Zizou, et Vincent Duluc, qui était au Canada, a fait Patrick Vieira à New York. On a souvent comparé cette génération, cette équipe-là, aux Beatles du sport. Vous les avez rencontrés. Comment ils sont en vrai ? Sympa, pas sympa, le melon, pas le melon, racontez-nous. Moi, ma génération, en termes de musical, c'était les Poppies, les frères Jacques, donc ils sont, je pense, largement au-dessus de ce niveau-là. Donc ce sont effectivement des gens qui vivent dans une dimension supérieure. Et je les ai rencontrés de manière assez naturelle, plus ou moins longtemps, parce qu'ils ont tous des agendas finalement assez compliqués. Mais chaque fois, j'ai ressenti une espèce de pincement d'émotion. Parce qu'en fait, il y a 20 ans, j'étais pas encore dans ce groupe, mais j'avais suivi la Coupe du Monde. Et je l'avais suivi comme un observateur, c'est-à-dire quand on est journaliste, des Coupes du Monde, on n'aperçoit jamais les joueurs, les footballeurs, parce qu'ils sont déjà les années où ils étaient complètement empêchés. Et donc là, j'ai finalement passé plus de temps avec eux qu'à 20 ans, et j'ai trouvé ça super réjouissant. Patrick Vieira a confessé lors des entretiens qu'il avait eu le boulard après le titre. Quel autre témoignage vous a marqué dans ce passage, dans une autre dimension, là, ce passage de footballeur au Star System ? Je pense que celui qui m'en a le mieux parlé, c'est Emmanuel Petit, qui aussi a un peu pété les plombs, entre guillemets, après le titre, et qui en parle maintenant avec une maturité assez exemplaire. Donc il ne regrette rien de ce qu'il a fait, mais il a été assez précis pour dire ce qu'il avait fait. Et donc, je ne le répéterai pas forcément ici, mais ce sont de jeunes hommes talentueux et vigoureux. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez, assez franc déjà de le raconter. Et puis ensuite, assez émouvant, parce qu'effectivement, on peut très bien comprendre qu'ils aient pété les plombs après le titre. Il y a eu beaucoup de coupures au montage ou pas ? Non. Sur vos témoignages, non ? Non, très peu. D'accord. En préparant les interviews, qu'avez-vous découvert ? Je me suis aperçu finalement que je n'avais pas des souvenirs très très précis de tout ça, parce que ça allait tellement vite, et puis il fallait en même temps travailler, envoyer des papiers, des choses comme ça, et peu voir les joueurs, qu'il y a plein de choses qui me sont réapparues. Et chaque fois, j'ai eu l'impression de découvrir des choses que j'avais ou jamais lues ou jamais connues. Alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas ni tout lu ni tout connu, mais... Qu'avez-vous appris ? On va voir si vous avez appris un vrai truc, ou alors mes spécialistes vont dire oh, non, mais Rémi, mais vraiment, c'est évident. Par exemple, Fabien Barthez m'a dit qu'il était le seul des 22 à ne pas être rentré à Clairefontaine le soir du titre. Et je savais qu'il y en avait un qui n'était pas rentré, mais je ne savais pas qui c'était. Et en fait, il s'est retrouvé dans un hôtel aux Champs-Élysées avec ses copains, ses cousins, ses neveux. Ils ont passé la soirée là tranquillement. Il m'a dit on a fermé la porte de l'hôtel et puis on a fait la fête entre nous. Vous le saviez, ça ? Non, pas du tout. Mais moi, ce que j'ai lu, et peut-être ça avait été donc dit, publié à l'époque, mais en tout cas, ça m'a échappé, c'était le cas. C'était l'interview de Thierry Henry où il raconte que c'est Didier Deschamps qui vient lui annoncer donc qu'il sera titulaire pour le premier match face à l'Afrique du Sud, donc la veille au soir, il lui dit vas-y, tu joues, dors bien. Ça montre quand même le poids que pouvait avoir donc Deschamps dans ce groupe-là et la confiance que pouvait lui témoigner Aimé Jacquet, parce que venir dire à un jeune joueur de 20 ans, tu débutes la Coupe du Monde comme si c'était son rôle à lui, franchement, je trouvais ça assez formidable. Et je crois que vous êtes allé le chercher, notre sélectionneur, donc capitaine de cette équipe-là, en disant vous aviez vraiment beaucoup d'influence. Comment il a toré, évidemment, cette question ? Oui, il a rebondi avec sa science de la dialectique. La langue de bois. Non, j'ai pas dit ça. En disant qu'il se positionnait toujours du côté des joueurs. Donc effectivement, il avait des discussions avec Aimé Jacquet, mais sans aller plus loin que ça. Parce que moi, je lui ai demandé, est-ce que parfois vous avez demandé est-ce que certains joueurs évoluent à vos côtés plutôt que d'autres ? Et il m'a dit non. C'est un groupe, lorsqu'on lit les entretiens, avec des sacrées personnalités. J'ai eu une discussion avec Sébastien Tarago, on va peut-être faire une comparaison dans la deuxième partie entre les champions du monde 98 et puis cette équipe de France 2018. Vous m'avez tout de suite dit, mais il y a un truc qui était vraiment patent dans cette équipe championne du monde, ce sont les gros caractères, les grosses personnalités. Ouais, mais ça transpire dans le travail qu'a fait Rémi. C'est des patrons
ce sont des gens qui, à mon avis, ont beaucoup plus de maturité intellectuelle, je ne parle pas d'intelligence, de maturité intellectuelle que la génération d'aujourd'hui, mais c'est énorme la différence. Et moi, je ne place pas ça sur le... En 20 ans, on est moins mature. Non, il faut arrêter avec ça. C'est juste que notre équipe de France, aujourd'hui, n'a pas de maturité. Quand vous voyez les discussions entre Paul Pogba et Antoine Griezmann, vous avez peur. Et je pense que c'est révélateur de quelque chose et que ça a du sens dans une grande compétition comme celle-ci. Et quand vous voyez De Sailly, je ne parle même pas de son niveau de jeu absolument faramineux, quand vous voyez les images, quand vous voyez Deschamps, quand vous voyez Blanc, quand vous voyez Lizarazu, mais Djorkaeff, l'intelligence de Djorkaeff qu'il a eue pour rester, pour survivre à l'émergence de Zidane, mais c'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une différence considérable entre les deux. Et ce n'est pas la nostalgie, parce que moi je ne suis pas du tout nostalgique d'ailleurs, ce n'est pas la nostalgie de 98 qui me fait dire ça. L'intelligence, c'est ce qui vous a marqué? Les gars bien câblés en haut? Oui, ce qui transpire moi, de ce que j'ai entendu, c'est que c'était un groupe de leaders. J'ai pas dit qu'ils étaient intelligents. Non, vous n'avez pas dit que les autres étaient des cons. Ni que les autres étaient des cons. Je parle de maturité intellectuelle, c'est pas pareil. Et donc c'est un groupe de leaders qui ont eu l'intelligence de laisser leurs égos de côté pour le collectif. Et en fait, je pense que c'est quelque chose, je ne vais pas dire qu'il manque, parce que j'allais vous poser une question. Est-ce qu'ils ont tendance, je sais pas, quand ça nous est tous arrivé, de raconter une histoire, de raconter une anecdote, et puis vous la racontez une deuxième fois, puis une troisième fois. Bon, la tendance à un peu enjoliver, à réécrire l'histoire. Est-ce que vous, parfois, il y avait des trucs, des petits, un petit voyant qui s'allumait? Que raconte Carambeu, il dit maintenant on a tendance à raconter une espèce de réalité qui est la réalité qu'on s'est construit nous-mêmes. Et moi, ça m'a fait penser au livre d'histoire qu'on avait quand on était petit, où tous les rois étaient justes et généreux, Napoléon était un génie militaire, et la nuit du 4 août était un bal costumé. Quoi. Et Didier Deschamps décidait de rien. Ouais. Rémi, il y a votre voisin, Eric. Tu mates ou tu zappes? Ce soir? Ce soir ouais. Ah oui, tiens, oui. Vous regardez le match ou pas? Alors, je suis d'une grande franchise, donc je vais zapper. Voilà. Mais c'est pour des raisons familiales. D'accord. Voilà. Comme toi, je crois. Non, moi je suis au taf. Juste une chose. On fait les notes. Est-ce que vraiment, vous qui les avez connus en 98 dans leur vie, est-ce que vous sublimez pas un peu, parce qu'ils ont 20 ans de plus. Quand tu as 20 ans de plus, tu parles parfois mieux de ce que tu as vécu avec le recul. Est-ce qu'ils étaient à cet âge-là? Je ne parle pas des contenus entre eux, il n'y avait pas des réseaux sociaux, tu passais des heures à discuter, à refaire le monde. Donc il y avait ce côté, je dirais, humain qu'on développait dans tous les sports. Mais je pose la question, est-ce qu'ils étaient vraiment, que quand je les vois avec cette jeunesse, moi je ne les ai pas connus, alors est-ce qu'on sublime pas un peu, on fantasme pas c'est une bonne remarque, le moment? Non, c'est vrai que la différence entre la tu as raison de dire la maturité intellectuelle et l'intelligence. Attendez, il y a Étienne qui a une réponse franche et directe. Moi, elle est franche et directe, et je crois qu'on sublime pas du tout. Donc, ce qui a été dit par Sébastien, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai travaillé à l'époque un peu aussi sur la Coupe du Monde, un peu sur l'équipe de France. C'était impressionnant, la maturité de ces joueurs-là, leur intelligence aussi, parce que moi, je rajouterais quand même aussi un peu l'intelligence individuelle, et qui s'est en plus se transformer en une intelligence collective. Et quand on voit sur certains matchs, ça transpirait aussi donc la capacité donc à jouer ensemble, mais aussi la capacité à réagir sur des événements. Donc ça fait aussi la force des grands sportifs. Alors dernière chose quand même, cette fameuse intelligence fantastique, tous n'y étaient pas. Non, je sais. Non, mais en 2002, c'est bim, badaboum, tagada, soin, dans un autre monde. Donc tu vois, en l'espace de 4 ans, ils ont tout gagné. Il y a quand même 60... En 2000, oui, l'euro. Mais il y a l'euro. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en 2002... En 2002, il n'y a plus Deschamps, par exemple. Il n'y a plus le même entraîneur. Zidane arrive blessé. La différence est énorme. Et c'est juste... Et en plus, ils ont 4 ans de plus. Ouais, enfin, 4 ans, ils ne sont pas finis. Zidane, oui. Il y en a qui sont moins bons. Laurent Blanc n'est pas là non plus. Et pas le même entraîneur. Voilà. Bon, mes amis, en 2000 non plus. Jamais les premiers. C'est un hors-série de l'équipe que vous pouvez vous procurer, soit dans les kiosques, chez vos marchands de journaux. Le directeur de la collection que nous avons reçu ce soir se nomme Rémi Fier. Rémi, nous allons vous laisser filer, marquer une petite pause. Dans quelques minutes, on va s'étriper parce qu'il y a un grand combat de boxe qui va avoir lieu à l'automne. Combat de poids lourd entre Joshua et Wilder. 2 champions du monde des poids lourds qui demeurent invaincus. On accueillera notre prof de boxe, Jean-Philippe Lustig. A tout de suite. On est sauvés, on a le filet.
L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour dans quelques secondes. Un débat de poids lourd, oui, un débat de poids lourd en compagnie de notre président, Sébastien Tarago. Et sa mèche rebelle, Gilles Favard, Étienne Moiti, Éric Blanc, Pierre Maturana sont les amis du soir. Joshua Wilder. Le combat de l'année aura bien lieu puisque le clan Wilder a accepté aujourd'hui la proposition du clan Joshua. Le combat se déroulera ou se déroulerait, c'est de la boxe, attention, à l'automne en Angleterre aux conditions édictées par le clan Joshua. Donc Joshua est-il forcément le favori du combat? On fait rentrer notre prof de boxe ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Jean-Philippe Lustig, vous êtes là? Premier round. Bonsoir. Pam, 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 pam. Ça va Jean-Philippe? Très bien. Je m'assois là près d'Éric. Joshua est-il forcément le favori de ce combat? Est-ce qu'il y a des chroniqueurs qui ont une petite idée sur la question ou pas du tout? Vous êtes tous perchés? Face à Jean-Philippe Lustig, s'exprimer en premier, c'est difficile. Obligé d'être perché. Hein. Vous êtes perché? Face à lui, on peut pas. Jean-Philippe, on vous écoute si vous avez des questions. Vous travaillez au corps, Jean-Philippe, mais allez-y. Joshua, forcément le favori du combat? Non. Non? Mais non. Non, c'est pas le favori. Alors, sur un plan médiatique, le favori, oui, parce que c'est lui qui a le plus d'impact, qui est le plus connu, qui a 3 ceintures et qui est plus éclatant. Puis il est anglais, donc c'est moins loin que les États-Unis, avec un boxeur qui vient de l'Alabama, qui était encore inconnu il y a 2 ans. Donc voilà, après, sur un plan sportif, non, il y a un vrai combat et c'est du 50-50. Il y a opposition de personnalité, carrière, de profil, un Américain, un Anglais. Donc c'est un match passionnant qui rappelle les grandes heures, les plus belles heures de cette catégorie qui reste la catégorie reine. C'est quand même les poids lourds. Donc c'est là où il y a le plus gros enjeu, même si les records de bourse avaient été battus par Pacquiao, par Mayweather, dans les catégories inférieures. Mais là, il y a un challenge sportif avec 2 boxeurs qui sont au top. 28 ans, 31 ans, voilà. Wilder, on l'a découvert durant quelques émissions, comme ça, où vous venez. Vous, ce qui vous frappe, c'est un peu sa férocité. Alors, férocité sur le ring, mais également férocité en conférence de presse, férocité également lorsqu'il fait les émissions de télé. Regardez, c'était au mois d'avril dernier. Alors, je ne sais pas s'il faisait un peu d'intox, mais lui, son rêve, bon, il est champion du monde. Maintenant, à son palmarès, c'est d'avoir quoi? Un mort. Un mort. Ouais, non, mais vraiment. Allez, on y va. I will get a body on my record. I've been wanting one for a long time now anyway. And what better opponent to do it with? So much pain, so much frustration, so much things that have been going on in my career. I want a body, and he gonna be the body. J'aime bien le mec. Mais on en avait parlé, on s'en souvient, ça avait été vraiment un réel sujet. Mais non, mais Tyson disait la même chose d'une autre façon. Donc D'une autre façon, c'est mieux peut-être. Oui, parce qu'il ne prononçait pas le mot de mort, donc il peut choquer. Mais on est dans la provoque, mais est-ce que ça en dit long aussi sur la férocité du gars? Non, mais alors, est-ce qu'il souhaite la mort? Non, mais est-ce qu'il souhaite détruire, faire mal, atomiser, déchiqueter l'adversaire comme Tyson? C'est le but. Donc, il monte dans un certain état son adversaire et il souhaite qu'il en redescende d'une autre manière et presque mettre fin à sa carrière. C'est le propre de ces poids lourds qui sont excessifs partout, dans sa vie, dans son comportement et dans sa boxe. Il a une boxe qui est foudroyante, délirante, qui est incontrôlable, et le personnage l'est. Donc elle est à l'image. Et il fait très mal. Mais Tyson était dans ce profil-là. En quoi sa vie est-elle délirante pour ceux qui... Parce qu'il est capable de tous les excès, et puis un parcours assez atypique. Il a commencé à boxer à 20 ans. Il a fait du basket avant. C'est très rare d'atteindre ce niveau-là. Il est né en 85 et il boxe en 2005 la première fois. Je crois qu'il a été quand même forgé aux bagarres de rue. Oui, mais il est dans l'Alabama. Ses tatouages portent d'ailleurs tout son parcours. Toute cette férocité, tous ses hauts et surtout ses bas. Donc, il commence à la boxe, il a 20 ans, il gagne les Golden Gloves 2 ans après, qui est la compétition amateur la plus prestigieuse. Et il est sur le podium olympique à Pékin 3 ans après. Mais dans l'anonymat, qui se souvient d'un boxeur américain Wilder qui a été 3e à Pékin? Personne. Qui se souvient qu'il a remporté un titre mondial il y a 3 ans? Gilles, non? Tu te souviens pas? Gilles, peut-être. Non, mais je crois qu'il ne se souvient pas. Non, mais moi, je suis la mémoire vivante de tout le monde. Moi, je me souviens, mais je laisse parler les gens. Je suis poli, je suis pas comme toi, je les interromps pas. Donc, on est dans un grand numéro de bluff. On va regarder, parce que Joshua, on l'avait découvert chez nous. On avait diffusé un combat contre Eric Molina, où Joshua l'avait mis KO. Bon, c'est pas forcément pour parler de Molina, parce que c'était plutôt un faire-valoir, mais ça en dit long quand même sur Joshua. C'est un destructeur, c'est ça? C'est quelqu'un qui, dans sa boxe, est assez méthodique. Oui. Assez offensif, assez méthodique. Le mot est bien trouvé. Donc surpuissant, avec une musculature qui s'est développée en 3-4 ans. N'oublions pas, quand il est champion olympique, il fait pratiquement 15 kilos de moins chez lui à Londres, dans cette catégorie. Donc grosse puissance des 2 points. Il y a la précision, oui, la lourdeur des coups. On voit l'impact, on entend.
des 2 points, ça sonne, ça ébranle, ça fait mal. Mais il n'y a pas cette furie, il n'y a pas cette méchanceté, cette volonté très vite de se jeter et de faire mal. Pas du tout. Il est donc dans une construction, et puis son image est très lisse. Hein. Ouais. Voilà, il a cette élégance, il est devenu une grande star parce que c'est le seul au monde à déplacer autant de personnes dans un stade. À Cardiff, durant 2 combats, c'est 80 000. Devant Klitschko, 90 000. On imagine, il n'y a personne au monde. Donc il a cette boxe, comme beaucoup d'Anglais ont, donc très appliquée, très sérieuse. Il a suivi un cursus classique du boxeur amateur anglais pour être bien préparé et bien programmé. Après, il s'est réellement révélé comme un formidable témoin, parce qu'il sait répondre habilement aux questions. L'Amérique commence maintenant à être séduit parce qu'il dégage une belle image. Au contraire de Wilder. D'où le contraste, d'où la passion et l'intérêt de cet affrontement. Wilder, j'ai une image également parce que c'est quelqu'un qui est invaincu comme Joshua d'ailleurs. Oui. J'ai une image à vous montrer, c'est contre Gerald Washington. Un combat qui s'est terminé au 5e round. Et vous allez voir là, sur un coup, lui, pas sur un enchaînement, mais sur un coup, c'est la décision. Vous allez voir la droite qui part. Là, maintenant. On vous l'a remise au ralenti parce qu'avec l'angle de la caméra, on ne le voyait pas. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de favori finalement entre Joshua et Wilder, parce qu'ils ont tous des palmarès invaincus, vous allez voir là. Elle est là maintenant. Voilà. Est-ce que cette férocité, est-ce que ce punch-là, ça donne un avantage à Wilder Olivier, par rapport à Joshua? Incontestablement. Il y a un puncher réel sur un coup qui ébranle, qui électrocute, qui électrise, comme un Tommy Hearns. Ça, c'est inné. Avec ses longs segments, il mesure 2,1 m. Il fait 105-107 kilos. Hein. Il fait pas loin de 10 kilos de moins que Joshua. Qui est plus frappeur, avec une frappe plus lourde des 2 points. Donc la droite de Wilder peut mettre KO n'importe qui. Donc peut mettre KO Joshua. Il a un ratio extraordinaire. À 40 victoires, il est invaincu, 39 KO. C'est très impressionnant. Et pourquoi on ne le connaît pas? Très bonne question. Moi, tu me parles d'un mec, là, je bois tes paroles. Tu m'aurais dit qu'il fait du badminton. C'est sympa, non mais oui. J'ai l'explication. Il n'y a pas un mec qui le connaît, là. Il a l'impression que c'est du Tyson, c'est un mélange de tout. Eric, parce que Deontay Wilder boxe au même moment que les matchs du Barça. Ah. Voilà. C'est une bonne raison. Non, mais sincèrement. Non, il n'est pas bankable. C'est rien. Alors, pas bankable, parce que pas avec le bon promoteur. Quand il boxe aux États-Unis, au début, personne ne s'intéresse à lui parce qu'il n'est pas champion olympique. Il y a un poids lourd qui n'est pas champion olympique, qui n'a pas une belle histoire, ça n'intéresse personne. Et puis, il a profité, et c'est la chance qu'a Wilder, de l'engouement que suscite Joshua, de la montée de Joshua pour être dans l'ombre et puis grandir avec lui. Alors qu'il est champion du monde depuis 2012. Depuis 2012, il a 11 défenses victorieuses. Est-ce qu'ils vont passer à la caisse? Combien? Alors, à peu près. À peu près. Pour le vainqueur, hein. Ou les deux? Non, après, ça s'arrange, parce que ça, après... Alors, il y a des dessous de table, en plus. Non, tu as des bourses garanties. Non, jamais. Bravo. Tu as des bourses garanties, et ensuite des pourcentages sur les recettes. Il a raison, Étienne, on parle d'une bourse de 50 millions pour Wilder. Alors, les 50 millions Alors, c'est énorme dans le cadre de la boxe, c'est rien par rapport à McGregor ou Mayweather qui en ont pris 4 fois, 5 fois plus. En revanche, dans le contexte actuel, personne ne prend ces montants-là. Aujourd'hui, les plus grands boxeurs, les Golovkin, les Mayweather, les Joshua est à 20 millions environ. 20 millions par combat. Wilder n'a jamais dépassé les 10, voire les 8. Et encore, ça va leur grimper maintenant grâce à Joshua. Mais avant, il a boxé, quand il est champion du monde, il boxe pour 500, 700 000 $. Ce qui est à la fois beaucoup, mais ce qui est rien. Donc là, il y aura beaucoup d'enjeux, plusieurs dizaines de millions de dollars, d'euros, c'est pas grave. Avec une revanche derrière aux États-Unis. Bien sûr, il faut. Ok, mes amis. Donc, à la question Joshua Wilder, maintenant, si les gens vous croisent dans la rue, vous dites d'un air, on va dire, pénétré, tout ça, je pense que Wilder a un avantage. On est d'accord. En tout cas, en parole, il fait tout pour qu'on parle de lui. Hein. Ok. Jean-Philippe Lustig, il est temps de se quitter. Merci beaucoup. Merci pour vos tu m'as donné envie de regarder ce match. Là, tu vois, je zappe pas, je mate. Merci. Quel sens de la formule. Lemar à l'Atlético Madrid. C'est fait. Les deux clubs sont tombés d'accord. Information, Damien Degore. Damien serait-il là? Damien serait-il là? Eh bien, Damien nous attend du côté d'Istra. Bonsoir, Damien. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Les deux clubs sont tombés d'accord. Ça faisait longtemps que les deux clubs se tournaient autour sur le cas Lemar. Racontez-nous un petit peu les dessous de cet accord. Ça faisait longtemps, si on reprend le début de l'histoire, ça faisait même très longtemps, puisqu'il y a 2 ans déjà, l'Atlético Madrid avait fait une offre de 30 millions d'euros sur Lemar. Ils étaient revenus à la charge l'année dernière, ils avaient manifesté leur intérêt, mais
Ils n'avaient pas pu formuler d'offres, ils avaient été interdits de recrutement. Et ils sont encore revenus voir le joueur et l'AS Monaco cet été. Andrea Berta était à Monaco il n'y a pas longtemps. Et visiblement, les négociations sont finalisées là dans la journée aujourd'hui. Peut-être un peu hier soir aussi, ça avait repris hier soir. Voilà, donc il y avait plusieurs clubs, il y avait l'Atlético de Madrid effectivement, et il devrait signer dans les prochains jours maintenant. Ok, Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Je vous mets juste sur pause, mon cher Damien, merci pour cette information. Nous, lorsqu'on parlait du transfert de Thomas Lemar, on le voyait plutôt du côté de la Première Ligue, puisqu'Arsenal et Liverpool lui avaient fait la cour. Est-ce que l'Atlético, c'est un choix plutôt qui vous surprend et plutôt surprenant ? Si on parle d'un strict point de vue sportif, moi je dirais un peu oui quand même. Un peu ? Pour le profil de... Ah non ? Pourquoi ? Ah bah écoutez, on va faire un duel, mes amis. Bah oui, on va faire un... Je veux bien que tu commences parce que... Ah bah oui, bien sûr. Mais, Président, Allez. On va laisser commencer Étienne. Duel dans l'équipe du soir et arbitrage, attention. Étant arbitrage... impartial, je veux bien juger. Non, arbitrage Damien Degor. Voilà, Damien qui nous attend. C'est lui qui vient de l'envoyer à l'Atlético, mais bon. Non, c'est Andrea Berta, le directeur sportif, pas Damien Degor. On y va. Pourquoi plutôt surprenant ? Oui, sur le profil du joueur, qui est un joueur de ballon, un joueur très fin techniquement, et avec un sens du collectif extrêmement prononcé et des petits périmètres. C'est vrai que j'aurais pu l'imaginer dans un club où on joue un peu plus à la balle qu'on le fait à l'Atlético, où les milieux de terrain aussi sont assez physiques, ont un gros volume de jeu, ce qu'a pas encore complètement aujourd'hui Thomas Lemar. Donc évidemment, il est capable de s'adapter dans ce club-là, parce qu'il n'y a pas de souci. Et de toute façon, si c'était la meilleure proposition financière, et pour lui et pour Monaco, c'est normal qu'il y aille. Mais c'est vrai que je suis un tout petit peu surpris sur le profil. Ok, Sébastien. Non, mais au niveau du jeu, ça me surprend, moi, justement, ce que dit Étienne, parce que je pense que Lemar, quand il est bien, c'est-à-dire que cette saison, on ne l'a pas beaucoup vu en bonne forme, c'est justement un garçon qui est capable d'assurer cette transition, d'être dans le volume, d'être entre la phase défensive et la phase offensive un relais très intéressant, parce qu'il peut occuper en plus des postes au milieu de terrain, des postes plus offensifs. C'est pour ça que ça ne me surprend pas. Et après, sur le choix du joueur, il avait le choix, par exemple, avec Arsenal. C'est un club de Ligue Europa aujourd'hui. L'Atlético Madrid, c'est un club de Ligue des Champions. Ok, je vous ai laissé un peu plus continuer puisque Étienne avait mangé un petit peu de temps. Arbitrage de nos téléspectateurs sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et arbitrage du président par intérim du côté de la Russie, du côté d'Istra, Damien Degor. Alors l'arbitrage de Damien Degor sera évidemment totalement neutre. Non, il considère que Thomas Lemar est le meilleur joueur du monde, devant Messi, Ronaldo et Neymar. Donc je pense que ce sera un arbitrage tout à fait clair. Je pense qu'il considère qu'il peut jouer à peu près. Un peu comme Didier Deschamps en ce moment. Non, mais il aurait peut-être envoyé au Barça ou au Real. Damien, voilà, le présentateur de cette émission vous a lancé, Étienne Moati. Arbitrage. D'accord. Bon, je vois que déjà Étienne Moati est quand même meilleur sur les droits télé que sur le football. Il faut vraiment faire plus de sujets sur les droits télé avec Étienne. Il est plus intéressant. Et forcément que je suis d'accord avec Sébastien. Je comprends pas du tout la position d'Étienne, parce que c'est pas parce que l'Atlético Madrid a un jeu effectivement hyper défensif qu'il n'a pas le droit d'avoir dans son effectif quelques joueurs de ballon. Au contraire, pour faire progresser cette équipe, c'est quand même mieux d'avoir des joueurs de ce profil-là plutôt que des mecs qui vont uniquement au charbon, quoi. Donc oui, évidemment que je donne le point à Sébastien. Merci Damien. Je leur donne 2 même. Ok, non, un suffira, le deuxième pourrait être donné, lui être offert par les téléspectateurs de l'équipe. Eric. Non, mais je rejoindrai Sébastien, mais je comprends Étienne, parce qu'on nous a dit Arsenal 100 millions, et là même ça va tomber peut-être à 65 moins. Donc Monaco fait peut-être une bonne affaire, mais moins 30. Mais pour revenir, peut-être que l'entraîneur aujourd'hui, puis il y a l'affaire Griezmann, un Français. Hernandez, Lemar, il veut peut-être évoluer. Moi, de loin, j'ai l'impression que l'Atlético de Madrid a fait quand même un débrief de ses défaites, même s'il a gagné l'Europa League, et ils ont envie d'évoluer. Donc moi, je suppose qu'au milieu de terrain, il y avait Vitolo, Saúl Ñíguez, Raúl Moreno, Barclay, etc. Et ils veulent amener peut-être plus de vitesse, de technicité. Et peut-être d'ailleurs, ça va pousser Griezmann à peut-être réfléchir. Parce que là, aujourd'hui, moi, je suis un peu perdu. Je ne sais pas, en fin de compte, s'il va rester ou pas, etc. Parce que, on aura un thème Griezmann ce soir. D'accord. Donc, non, mais il y a peut-être une évolution. Et donc, dans le jeu... Qui n'est pas un peintre, au passage. Saúl Ñíguez, c'est pas un peintre, au passage. Mais c'est des super joueurs. Ouais. Non, mais il peut apporter encore quelque chose de la fluidité, la justesse de la passe, et ils veulent évoluer pour gagner. Eric avait fait les comptes, mon cher Damien Degor, sur le tarif, donc un Lemar à 100 millions l'été dernier, son transfert pourrait se faire autour de 65 millions. Moi j'ai vu déjà, ce que vous avez écrit, c'est que l'Atlético avait racheté ses 2 ans de contrat.
Bon, je crois qu'il ne gagne pas beaucoup, il gagne 100 000 euros brut à Monaco, donc le montant du transfert, évidemment, va être un petit peu plus haut que c'est, je sais pas, 240 000, enfin 24 millions. Oui, il va être un peu plus haut. Je ne connais pas encore le montant précisément, mais effectivement, ça va être autour de 65-70 millions d'euros avec des bonus, vraisemblablement. Oui, on sera bien au-delà des 24 millions, mais quand même moins que les 90 de Liverpool et que les 100 d'Arsenal. Ce qui est normal, d'ailleurs. Ouais. Éric Blanc disait que peut-être l'arrivée de Neymar, ça va peut-être correspondre à une évolution du jeu de Neymar. Pardon. De Neymar, oui. Pardon, j'ai pensé Neymar, on parle de Neymar. Mais va être une évolution peut-être du jeu de l'Atlético. Qu'en pensez-vous, Gilles? Pourquoi il y aurait une telle évolution du jeu de l'Atlético? Moi, j'essaie de comprendre. Non, mais c'est pas la seule recrue. A priori, l'Atlético garde et conserve son entraîneur, donc qui réussit très bien comme ça, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, et cette saison en Ligue Europa. Donc la transformation du jeu de l'Atlético, parce que vous recrutez Thomas Lemar, mais pas que lui. Pas que lui. Le terme de transformation est un peu fort. Évolution. Voilà, non mais ceci dit, il va falloir qu'il se fasse sa place quelque part, parce que Gabi, Coquet, Saoul, tu les dégages pas du 11. Enfin, je vois pas comment il va faire. J'ai regardé la compo départ, Coquet évolue, on va dire, plutôt dans sa zone. Je pense que Lemar va devoir à un moment prendre un peu le poste qui aurait dû être celui de Carrasco, qui était un peu moins bon au fur et à mesure du temps, n'a pas réussi à garder. Je pense que c'est là qu'il doit un peu jouer son coup, Lemar. Parce que s'il essaie de dégager Coquet, c'est peine perdue dès le départ. Coquet, c'est quasiment un joueur inamovible du milieu de terrain de l'Atlético. Gabi, on l'a tous vu en finale contre l'OM, c'est un monstre. Saúl Ñíguez, il met des buts venus d'ailleurs. Enfin, c'est très dur de les dégager, ces trois-là. Gilles, quelle place pour Lemar à l'Atlético? Non, mais je pense qu'il va jouer dans sa position préférentielle, ce qui est du côté gauche. Mais pour rebondir sur ce que dit Pierre sur Carrasco, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Ouais, non, pas les mêmes caractéristiques. C'est vers cette place-là qu'il y a peut-être. Moi, c'est à cette place-là. Maintenant, je me pose la question. Eric a dit une chose sur Griezmann. Je suis certain que Griezmann va partir parce que je suis certain que l'Atlético a pas les moyens de garder, de faire l'économie de Griezmann, de le garder, faire l'économie de son transfert et de se permettre à rentrer et à sortir ces sommes d'argent. Je pense pas qu'ils ont. Non, parce que si Griezmann s'en va, il va falloir qu'il le remplace quand même numériquement dans sa zone de jeu. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont, parce qu'ils vont avoir Diego Costa, ou alors il va changer de système. Mais comme dit, tout le monde a raison, comme dit Étienne, c'est pas parce que Lemar va arriver que l'autre il va changer de système. Il va toujours être dans son système. La force de Lemar, c'est qu'il a un jeu de transition quand il est à 100%, qui est très intéressant. Mais bon, je pense que Lemar, il n'a pas de garantie en arrivant à l'Atlético. Personne n'en a aujourd'hui. Personne n'en a à l'Atlético. Aujourd'hui, sur la cote internationale qu'a Thomas Lemar, nous, on l'apprécie, on l'aime beaucoup. Il n'y a pas aujourd'hui un niveau donc, qui lui permet d'arriver dans un club du niveau de l'Atlético avec une garantie d'être dans le 11 de départ. Ni le montant de son transfert d'ailleurs, à 65-70, ça ne vous garantit plus rien aujourd'hui. Damien, c'est vous qui avez lancé l'info, donc l'accord entre l'Atlético Madrid et Monaco pour le transfert de Thomas Lemar. Je ne sais pas si vous avez réussi à l'avoir, Thomas Lemar. Quel était son état d'esprit, Damien, soulagé de ce feuilleton? Il est attaqué par les mouches, Damien. Par les moustiques. Alors là, non, je suis attaqué par les moustiques. Non, j'ai pas réussi à l'avoir. Si je l'avais, je lui demanderais aussi la compo de l'équipe de France, mais en l'occurrence, j'arrive pas à l'avoir. Pendant les périodes internationales, c'est quand même très compliqué d'avoir les joueurs, voire impossible. Mais je suppose qu'il doit être soulagé, mais c'est normal quand on est avant une grande compétition comme ça, que l'avenir est incertain. Qu'on apprend une telle nouvelle, je pense que forcément, naturellement, on doit être soulagé, ouais. Son influence sur la suite du tournoi qui commence, parce que je me souviens que le 31 août, la France affrontait les Pays-Bas. Lemar avait été superstar, je me souviens plus du titre en une de l'équipe, une étoile aînée ou quelque chose comme ça. Ça va relancer son tournoi. C'est un vœu, une certitude. Donnez-nous votre opinion, mon cher Damien. Déjà, le tournoi, il n'est pas commencé, donc ça va le lancer avant de le relancer. Mais c'est vrai que sur cette période de préparation, il fait partie des perdants parce que il était de probable titulaire. Il est passé remplaçant et même Nabil Fekir est passé devant lui dans la hiérarchie des remplaçants. Je pense qu'il est vraiment victime, moins de sa fin de saison que
que du changement de système. Alors, je suis pas certain que Didier Deschamps change aujourd'hui de système pour Thomas Lemar, mais ça peut, pour Lemar, peut-être que ça peut le désinhiber, le rendre. Je pense qu'il était déjà concentré à 100% sur le tournoi. Et j'ai pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, lui libérer l'esprit complètement. C'était notre poignardeur de l'équipe du soir, en direct donc d'Istra. Merci beaucoup pour l'information, mon cher Damien Degore. Et bonne soirée à vous. Éric Blanc, parce que je vais enchaîner. Là, je suis en pleine phase d'enchaînement. Là, je suis inarrêtable. Qui gagne ce duel entre Sébastien Tarago et Étienne Moati? Sébastien, 73. Confirmation, Étienne est en méforme. Étienne est blessé ce soir. Il y a des difficultés ces derniers temps. Il est un peu comme Thomas Lemar. Exactement. T'as pas une question économique pour qu'il se refasse? C'est la fête de la hyène. C'est toi qui m'as tiré vers le bas. Oui, mais moi, c'est mon métier. Et c'est pas fini. Tu vas descendre. Mais tire par la jambe gauche, parce que la jambe droite, c'est déjà un peu mal. Lopetegui, coach du Real, était chargé, très chargé pour Julen Lopetegui. À peine le mondial terminé, le sélectionneur deviendra donc le coach du Real Madrid. Lopetegui a signé pour 3 saisons. J'ai pourtant fait de l'espagnol. Julen, je sais pas. Julen, c'est sûr que non. On va l'appeler Lopetegui. Est-ce une nomination qui va avoir une influence ou pas d'influence sur le parcours de l'Espagne au mondial? Plutôt oui. Plutôt oui. Pierre, on vous écoute. Plutôt oui, je trouve que le timing, il est pas terrible, quoi. Pas terrible pour l'équipe d'Espagne. On sait que l'équipe d'Espagne, elle est quand même regardée sous une certaine forme, un certain prisme, qui est celui souvent du Real et du Barça. Je pense que n'importe quel choix de Lopetegui aujourd'hui pour la compétition va être regardé comme ça, avec cette loupe-là. Donc sans en faire trop non plus, je ne veux pas exagérer le truc, mais c'est pas vraiment le meilleur timing. Je le comprends de la part du Real, et je pense aussi que pour Lopetegui, c'est une chance incroyable de pouvoir prendre le Real parce qu'il ne doit pas être le premier choix. Mais je trouve qu'en termes de moindre choix qui sera fait pour un Madrilène contre un Barcelone, etc., ça risque, en tout cas là-bas, d'en faire des caisses. T'as raison, mais il est là depuis 2 ans. Il fait les choses de manière assez cohérente jusqu'à présent. Alors, à moins que du jour au lendemain, il te fasse n'importe quoi. C'est un risque, quoi. Toi, Isco, par exemple, il ne va pas le sortir du chapeau comme ça du jour au lendemain. Il lui fait déjà confiance. Donc, je ne suis pas sûr que ça aura un impact. En revanche... Pour des Asensio, pour des Vasquez, tu vois, ces mecs-là, je ne sais pas. Oui, pour ça, mais c'est un petit oui, quoi. S'il reste dans sa cohérence, il n'y aura pas de souci. Moi, je crois pas du tout. Ouais. Moi, je crois pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Non. C'est des choses qu'ils ont appris à gérer depuis un certain temps. Il y a eu Del Bosque qui était entraîneur du Real, de la sélection, etc. Je pense pas qu'il y ait de suspicion particulière. Et comme l'a dit Sébastien, il fait des chances cohérentes depuis 2 ans. Il a ramené l'Espagne tout en haut. Il va pas changer ses choix aujourd'hui, qui sont les choix alors que tu démarres le mondial, parce que tu vas prendre derrière le Real. Donc je pense qu'il y a... Contrairement à ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il y ait de suspicion en Espagne autour des choix qu'il va faire parce qu'il devient l'entraîneur du Real. En revanche, il peut Même à Barcelone. En revanche, il peut parfois y avoir, ça dépend des groupes, avoir un problème d'autorité. Ça arrive. On a eu l'exemple avec Jacques Santini en 2004, qui avait annoncé son départ à Tottenham, et ça avait impacté. Ça avait impacté la compétition et la manière dont avait vécu le groupe avec son entraîneur. Donc ça éventuellement. Mais j'ai l'impression... Je sais pas, l'Espagne a l'air sûre de... Gilles, je l'ai croisé. Vous m'avez pas forcément dit, vous n'étiez pas forcément inquiet sur le parcours de l'Espagne, mais c'est plutôt la bascule. Lopetegui, donc du mondial au Real. Bon courage pour lui au Real. Bon courage à tous les niveaux, parce que il prend le Real, il est quand même assez haut avec la sélection espagnole. Si je m'y mets, admettons que l'Espagne fasse un mauvais parcours, on va lui tomber dessus. Admettons qu'il fasse un bon parcours, de toute façon, il arrive au Real où il sort de 3 ans idylliques. Dans tous les cas de figure, il a que des coups à prendre, je trouve. Donc, moi, je comprends. Bon, le choix, c'est le choix. Hein, c'est pas. C'est dur à refuser, quand même. C'est dur à refuser, surtout qu'il avait prolongé il y a 3 semaines, quand même. Donc, ça a dû aller vite. Hein. Tiens, on va aller voir Frédéric Hermel qui nous attend du côté de... Je pense qu'il est dans tous les cas de figure, il est un peu dans la ratière. Frédéric, bonsoir, vous êtes chez vous, donc il y a un peu d'inertie, je vais vous dire bonsoir et poser ma question. Les premiers contacts donc, entre Lopetegui et le Real datent de quand? Est-ce qu'il y a quelques informations qui vous sont venues à l'oreille depuis l'annonce cet après-midi? Bonsoir Fred.
Bonsoir les amis. Ah bah c'est très récent, hein. Ça s'est fait très rapidement parce que je peux vous dire, il y a une semaine, le nom de Lopetegui ne circulait pas. D'ailleurs, personne au Real n'imaginait même Lopetegui entraîneur de cette équipe parce qu'il y a une semaine, ils espéraient encore avoir Pochettino. Sauf que ils se sont vite rendus compte que les négociations avec Dani Levy, le président de Tottenham, allaient être très longues et que le Real n'avait pas le temps. Plusieurs autres entraîneurs avaient été évoqués. On commençait déjà à parler de plan B, Laudrup, Mitchell. Mais ça semblait difficile que Lopetegui, entraîneur, sélectionneur de l'Espagne, en plus une sélection, surtout vue d'Espagne, où on imagine qu'elle serait allée très très loin, ou qu'elle va aller très très loin en Russie, personne ne le voyait possible. D'autant plus qu'il y a encore quelques semaines, il y avait un autre président, et que c'était la guerre entre le Real et le président Villar. C'est vrai que ça paraissait impossible que ce soit Lopetegui. Bon, il y a un nouveau président de la fédération, il y a une clause libératoire de 2 millions, et il y a aussi une volonté que ça se passe bien entre la fédération et le Real, et ça a rendu possible ce transfert quand même très très surprenant. Et tous ceux qui vont vous dire aujourd'hui, je vous l'avais dit, et ils commencent à le dire en Espagne, sont des menteurs ou des mythos. Sinon, Lopetegui donc débarque au Real ou débarquera la saison prochaine. Comment ça a été commenté en Espagne? Là, vous venez un petit peu de répondre à cette question comme une surprise. Oui, une grosse surprise. Alors d'un certain côté, les supporters du Real trouvent ça plutôt bien, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas clivant du tout, qui a une très bonne image. Il a été joueur du Real. Bon, il a joué un match. Bon. Mais il a surtout été entraîneur du Castilla. Il a fait partie de la cellule de recrutement. C'est quelqu'un qui a une bonne image. Il ne faut pas oublier qu'il a emmené 6 madridistes, c'est-à-dire 6 joueurs du Real Madrid en sélection. C'est le club le plus représenté, qu'il a d'excellentes relations avec Sergio Ramos. D'ailleurs, il y a 2 ans, Lopetegui, la première chose qu'il fait quand il est nommé sélectionneur, c'est qu'il appelle Ramos, qui était à l'époque vice-capitaine, et qui lui dit « Je ne vais plus prendre Casillas, je ne vais plus sélectionner. Est-ce que je peux compter sur toi pour être mon relais dans le vestiaire ?» Et oui, Ramos avait été OK, et il y a une relation très forte entre les deux joueurs, comme il y avait une relation très forte entre Zidane et le joueur Ramos. Donc, dans le vestiaire, l'atterrissage va bien se passer. Voilà, il va entrer avec des chaussons. Il y aura pas de choc quand Lopetegui va reprendre cette équipe après le mondial. Le problème, et ça je connais très bien mes collègues espagnols, c'est qu'il y aura autant de questions sur le Real que sur la sélection espagnole pendant le mondial. Et ça, oui, il y aura des interférences. Première question, est-ce que Cristiano est le meilleur du monde? Est-ce qu'il va rester au Real? Voilà, ça va perturber l'ambiance en sélection, c'est sûr. Ok, sachant que le premier match, c'est Espagne-Portugal. Hein, Espagne-Portugal. Il y a une question concrète, finalement, qui a été inspirée d'un texto, d'un petit tweet là, d'un téléspectateur. Ça va être dur pour Lopetegui. Comment s'occuper des transferts si l'Espagne est en finale? Reprise dans l'entraînement, donc après le 15 juillet. Il va faire des mi-temps, une mi-temps sélectionneur de l'Espagne, et puis une mi-temps pour recruter, pour, on va dire, designer la nouvelle équipe du Real. Expliquez-nous ce qui peut se passer. C'est vrai que c'est une question très légitime, et c'est la raison pour laquelle personne en Espagne, j'insiste, ne voyait Lopetegui sur le banc du Real, parce que il y a le premier match le 31 juillet, un match amical à Miami contre Manchester United, et le 15 août, c'est demain le 15 août, le premier match officiel, le premier titre, la Supercoupe d'Europe contre l'Atlético en plus contre l'Atlético. Donc vous imaginez qu'il y a quand même une pression énorme et que on se demande, c'est vrai, c'est légitime en Espagne, comment il va faire pour être sur les 2 tableaux en même temps, et finalement si ça va pas perturber d'une manière ou d'une autre son travail comme sélectionneur. Raison pour laquelle aussi, demain, Lopetegui et le nouveau président de la fédération vont s'exprimer, histoire de rassurer un peu tout le monde. Ok, merci beaucoup Frédéric Hermel. Merci beaucoup, très bonne soirée. Hop, il disparaît. Soirée pétanque sur la chaîne L'Équipe, mais 2 chroniqueurs vont être vissés à la soirée. Il s'agit de Pierre Maturana et de Gilles Favard. Regardez, privé de cantine, mais pas privé de France 98 contre la sélection FIFA. Ouais, Gilles, miam quand même, non? À table, hein? Et on veut les notes à la fin. On veut les notes. On va faire un petit compte rendu. Nous, mes petits, on va se faire une soirée pétanque. Vous allez vous taire, par contre. Non, on va faire une soirée pétanque. Soirée pétanque sur la chaîne L'Équipe. Par contre, je vous demanderai les notes sur la pétanque. Franchement, rater la finale du Masters de pétanque, c'est pas très professionnel et très corporate. Chez Rachida Cantoche, juste après le match sur TF1, aux alentours de 22h50, ça sera le début de l'Équipe du soir. À tout à l'heure.